Monsieur, bonsoir, merci de regarder Entretien. Ancien élève de HEC Paris et du cycle de doctorat en économétrie, prévision et prospective de l'Université de Paris 9, Dauphine en France et surtout l'un des leaders de l'opposition politique au Cameroun. Il a fait partie de ces acteurs qui ont animé la scène politique nationale durant la décennie 90. Aujourd'hui installé aux États-Unis, c'est désormais entre son bureau dans l'immeuble Trump au 40 Wall Street et les bureaux de Prudential and Pennsylvanie que Célestin Bédzigui imprime ses marques. Pourtant, il garde l'œil ouvert sur son pays et ne loupe pas l'occasion de jeter une pierre chez le voisin quand l'occasion se présente. Le président du PAL est dans le mythique fauteuil rouge, installé parce qu'il en est l'invité. Bonsoir, monsieur Bédzigui. Bonsoir, monsieur Dipita. J'ai envie de vous dire bon retour au Cameroun. Depuis quelques temps, quand même, déjà. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Oh, ça fait 1 année et demie. Alors, ma première question, bien sûr, est de savoir que devient Célestin Bédzigui? Je suis toujours un homme politique. Quand on est homme politique, généralement, on ne cesse pas de l'être. Mais aussi, toujours le professionnel que j'ai toujours voulu être. Notamment dans le domaine qui est le mien à l'heure actuelle, la notation financière. Et également l'analyse économique prospective, notamment ce qui est de la gestion économique des États, des pays africains et du Cameroun. En mai 2005, vous êtes parti en exil. C'était un exil forcé ou un exil voulu aux États-Unis? L'exil est toujours forcé parce que si vous voyez les migrants qui aujourd'hui déferlent sur l'Europe en partant de Syrie ou d'Irak, on ne saurait dire qu'ils n'y sont pas forcés. Lorsque vous vous retrouvez dans un environnement hostile, vous pouvez vous rendre compte, et je m'en suis rendu compte à un moment donné, que les visées de ceux qui entretiennent cette hostilité de l'environnement sont de vous déchoir ou de vous ôter toute votre dignité en vous privant de possibilités de vivre décemment. Et peut-on dire aujourd'hui, puisque vous êtes au Cameroun, que les conditions ne sont plus les mêmes? Vous êtes paisiblement rentré, installé, sans autre forme de procès, éventuellement politique? Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et ça fait quand même 10 ans que cela a été. Et en 10 ans, beaucoup de choses changent. Et je crois que le Cameroun a aussi changé. En bien ou en mal, je pense qu'au cours de notre entretien, nous pourrons l'évoquer. Alors avant peut-être d'évoquer les questions de politique nationale, l'ambiance et l'environnement politique, économique et voire sportif actuel, remontons un peu aux années 91. En avril, vous avez créé votre parti politique, le PAL. Oui. Qu'est-il devenu aujourd'hui? Le PAL a fusionné avec l'UNDP, un acte de fusion signé en 1997 au congrès de l'UNDP à Ngaoundéré. Et il faut dire que si cela avait pu se faire, c'est parce que nos partenaires de l'UNDP avaient réalisé que notre parti avait une assise certaine, notamment dans ce qui est considéré comme le glacis du RDPC. C'est pour ça qu'au terme de l'accord que nous avons signé, j'avais été accepté ou, je peux dire, désigné comme vice-président de l'UNDP. J'étais d'ailleurs à l'occasion le premier nommé. Ensuite, j'avais eu 3 postes au bureau politique et une quinzaine de postes au comité central. Ce qui signifie, notamment lorsque vous avez en face de vous un homme politique avisé comme l'est le président Bello, ce qui signifie que notre parti représentait quelque chose. N'en déplaise à certains, évidemment. Absolument. Et quel souvenir vous en gardez aujourd'hui? Je veux dire que si c'était à refaire, vous referez cette alliance? Vous êtes toujours dans l'alliance au moment où je vous parle? Ah oui, absolument. Vous savez, il y a un principe de droit qui parle du parallélisme des formes. Si aujourd'hui, il fallait que je ne sois plus vice-président de l'UNDP, il faudrait que l'une des parties
dénonce l'accord que nous avons signé. C'était d'ailleurs un accord de fusion. Et vous me demandez qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui. Je ne peux pas dénier à cet acte que j'avais posé la valeur que je voulais lui donner. À savoir, il fallait que et jusqu'aujourd'hui le problème se pose, il fallait que la scène politique se structure, parce qu'il y a une forme d'éparpillement qui fait qu'on se retrouve avec 300 partis, 20 millions d'habitants, 300 partis. Bon, c'est absolument déraisonnable. Comme aux États-Unis, par exemple, pour vous. Oui, parce qu'aux États-Unis... Donc pour vous, le nombre de partis n'est pas systématiquement l'expression d'une démocratie parfaite. Pensez-vous vraiment, M. Dipita, que sur un sujet donné, il peut y avoir 300 opinions différentes? Je ne pense pas. Et quand vous prenez la lumière, n'est-ce pas, le spectre chromatique, la lumière ne dépasse pas cette teinte. Non, je pense que le fait qu'il y ait tant de partis au Cameroun indique qu'il y a certainement un manque d'écoute dans la classe politique et même dans l'opinion, au point où les uns les autres ne prennent pas le temps de lire ou de comprendre les positions ou l'idéologie ou le programme des autres partis. Ils croient qu'ils peuvent venir réinventer le fil à couper le beurre. Il est vrai qu'il y a des contextes où lorsqu'on a ouvert au multipartisme, on a limité le nombre de partis. Est-ce que cela devait se faire aujourd'hui au Cameroun? Peut-être qu'il faudrait y réfléchir, parce que lorsqu'on se retrouve avec, je l'aurais dit, 300 partis dans un pays, ça donne tout de même une indication de... Enfin, ça amène à s'interroger sur ce que pense ce peuple-là, le peuple camerounais. Alors, quand on remonte l'histoire, je le disais, en 91, vous avez donc créé votre parti, et vous étiez dans la grande coordination de l'opposition à l'époque, mais seulement après, vous êtes parti dans une aile, on va dire modérée, hein, qui par la suite permet qu'on aboutisse à la tripartite. Je veux dire, 25 ans après, si c'était à refaire, vous le referiez? Votre départ de la coordination pour l'aile modérée et évidemment certainement, une forme de coalition avec le pouvoir? Certainement. Pas en ce qui concerne la coalition avec le pouvoir, en ce qui concerne l'option qui a été la nôtre de nous démarquer d'une certaine vision que les camarades de la coordination, certains camarades avaient. Il faut dire que tout est parti d'une dissension stratégique. Nous avons, dans un premier temps, réussi notre objectif de mettre un message fort vis-à-vis du régime sur la nécessité qu'il fallait qu'il y ait un changement. Et le cœur du mouvement était ici à Douala, et en tout cas, on le sentait également dans les autres provinces du pays. Lorsqu'il a fallu accroître la pression sur le pouvoir, l'option qui avait été prise à l'époque était de faire le blocus de Yaoundé. Et j'ai dit à mes camarades en réunion, d'abord ici, au foyer protestant à Douala, ensuite à Yaoundé, au Lions Club, je leur ai dit qu'un blocus est un acte de guerre. Nous partirons de Douala, parce qu'à l'époque je vivais à Douala, nous partirons de Douala, irons faire un blocus à Yaoundé, il donnera l'occasion à certains extrémistes de dire « Oh voilà, les Anglo-Bamis, ils viennent nous attaquer chez nous » et ça va déboucher sur des choses absolument incontrôlables. Et je leur ai demandé de ne pas mettre cette résolution-là au vote. Malheureusement, elle est passée au vote. Et comme je l'avais dit avant, j'ai dit, je ne peux pas rester solidaire de l'acte que vous venez de poser. Je m'en vais le signifier au public pour qu'il sache qu'un acte de guerre ne peut pas intervenir dans le cadre d'une, comment dirais-je, d'une action politique. D'un bras de fer politique. Et c'est ce qui a fait que je me retrouve sur un terrain médian. Il y avait d'un côté ce que j'appellerai toujours les moines soldats du RDPC, et puis du côté de la coordination, certains de mes camarades avec lesquels nous sommes restés en très bons termes parce que nous partageons toujours la même vision et la même aspiration au changement
Je me suis retrouvé entre les deux et j'ai été rejoint par d'autres leaders de partis politiques et nous avons créé ce pôle modéré qui, par la suite, a eu une fonction qui a été remarquée par beaucoup d'analystes de la scène politique. Donc vous renvoyez du revers de la main ceux-là qui pensent que vous avez un peu joué le cheval de Troie dans la coalition pour... Alors voilà, c'est une question importante. En vérité, ce qu'ils pensent, le pensent pas parce que j'ai pris telle position, qui était la position de sagesse, mais parce que je suis bêtis. Il faut le dire, et je le dis sans embâche. Parce que vous savez qu'il y a ce fond de tribalisme qui taraude l'esprit des Camerounais. Personne dans ce pays n'a été aussi dur de plumes ou de verbes envers le président Biya que Besigye. J'ai d'ailleurs édité, j'ai fait une espèce de somme de tout ce que j'ai écrit contre le régime, c'est 500 pages. Il sera bientôt sur le marché. Mais tout simplement parce que je suis bêtis, vous trouverez toujours des gens pour vous dire que oui, il fait ça pour son frère. Alors, c'est vraiment comme une espèce de persécution patronymique ou alors de sanctification patronymique. Alors, quand on s'appelle Ateba ou Besigye ou toute autre chose, on est forcément du côté des Biya. Et si on est dans l'opposition, on est forcément la taupe de Biya. Mais quand on s'appelle Kamga ou bien Umaru ou toute autre chose, hein, ou tout ce que vous voulez, hein, on est un bon opposant. Au point où la scène politique camerounaise a été à un moment donné bloquée par ceux-là qui faisaient une véritable terreur dans le public et sur la scène politique, en disant que dès que vous prenez une position modérée et que de surcroît vous êtes issu de la même ère que le président Biya, vous êtes nécessairement une taupe de Biya. Je dois le dire. Donc vous ne vous reconnaissez pas dans ce jeu? Non, absolument pas. Je dois dire que c'est une approche qui est absolument déplorable et à la limite stupide. En 2014, vous êtes avec la coalition de l'opposition et puis vous retirez votre soutien. 2014. Pardon, 2004. 2004. Oui, la présidentielle 2004. 2004. Ça dit pratiquement un an avant que vous ne... Avant que je ne parte. Exactement. Non, je pense que en 2004, entre-temps, nous avons, après l'effritement de la coordination, nous avons créé la coalition. Absolument. La coalition. Et nous sommes allés jusqu'au bout de notre démarche. Nous avons choisi un candidat unique, c'était le docteur Adamou Ndamjoya. Malheureusement, quelques jours avant le début de la campagne, il y a eu une défection majeure au sein de la coalition, alors même que pendant toute une année, nous avions arrêté, comment dirais-je, un cadre de travail. Un cadre de travail et surtout des critères. D'accord. Pour choisir le candidat de la coalition. Le candidat de la coalition. Tout le monde a été d'accord pendant une année. Mais à la dernière minute, lorsque le choix a été fait, selon les règles qui avaient été établies, il y a eu une défection d'un de nos partenaires. SDF, John Fonji. Écoutez, si vous le nommez... Ce sont les faits. Écoutez, j'ai dit, voilà, mais moi je n'aurais pas voulu arriver à cela. Cette défection a ébranlé les convictions des populations, la confiance que les populations pouvaient faire à la coalition. Parce qu'il faut le dire, il y a toujours eu une demande permanente de la population ou du peuple camerounais pour que, à l'occasion des élections présidentielles, il y ait un candidat unique de l'opposition. Je ne pense pas que ce soit absolument cela qui est nécessaire pour que l'opposition remporte une élection. L'opposition ne peut pas remporter une élection au Cameroun à cause de tout ce qu'il y a comme tripatouillage électoral. On peut avoir 50 partis. Généralement, l'essentiel des voix se partage entre 3 ou 4 partis. Absolument. Et le changement intervient, d'une part. Mais d'autre part, vous m'avez posé la question de savoir si c'était à refaire et que je le referais. Moi, je pense à la tripartite. La tripartite, contrairement à ce que certains peuvent dire aujourd'hui, a permis de jeter les bases d'une république que nous voulions exemplaire, notamment en ce qui concerne la régénération du leadership au sommet de l'État. C'est pour ça que nous avons envisagé, nous avons prévu
que le président de la République devait avoir un mandat de 5 ans renouvelable une fois. C'est d'ailleurs l'une des conclusions clés de la tripartite qui ont emporté l'adhésion de tout le monde. Et le président Biya était d'accord parce qu'il avait commis son Premier ministre Hayatou pour qu'il mène ces travaux-là. Il était d'accord. Malheureusement, bien que ces recommandations de la tripartite qui en fait sont les recommandations, c'était un pacte républicain qui est réputé être insensible, bien que ces recommandations aient été retranscrites dans la Constitution de 1996, lorsque le président Biya a cru qu'il avait repris un peu du poids de la bête, il a entrepris de démonter ce pacte républicain, notamment en ramenant la durée du mandat présidentiel à 7 ans et en levant le verrou de la limitation. La limitation des mandats. Je trouve cela, politiquement parlant, juste comme disent les Américains, on scène. Ce n'est pas républicain. Un pacte politique est quelque chose de sacré. Il ne doit en aucune manière être modifié de cette manière, c'est-à-dire subrepticement, comme cela a été le cas. Et le malheur veut qu'aujourd'hui, cette atmosphère ou ce sentiment que peuvent avoir les Camerounais de vivre sous une monarchie ad vitam aeternam, ce sentiment-là fausse complètement les manifestations de la légitimité dans ce pays, d'autant plus que, pour s'assurer qu'il gagnerait toujours, le code électoral qui a ensuite été mis en place ne prévoyait pas qu'il y ait 2 tours aux élections présidentielles. Alors, pour finir peut-être avec cette partie de votre passé, parce qu'on va dire également un mot sur vos activités politiques aux États-Unis, vous assumez donc entièrement ces 25 ans dans le cadre de votre parti et de vos actions qui ont été menées? Je les assume. Je ne peux pas aujourd'hui dire que je renie, puisque chaque fois qu'il y a eu des divergences, que ce soit entre notre vision des choses et ce que l'on appelait la majorité présidentielle, que ce soit au sein même de l'UNDP, quant à sa posture vis-à-vis de notre partenaire, qui est le RDPC, je n'ai pas manqué de le dénoncer et de prendre les Camerounais à témoin. Une chose est sûre, la position qui a toujours été la mienne, à savoir l'érection d'une république que je pourrais dire exemplaire, où la démocratie n'est pas, comment dirais-je, un fait de simple proclamation, mais où elle est plutôt une culture et un fort attachement à la justice. Je pense que ces 2 piliers-là ont guidé mon entrée dans la vie politique. Selon votre vision de la politique exemplaire, avez-vous le sentiment que les hommes politiques jouent-ils vraiment ce jeu-là? Je veux dire que, est-ce que tous font effectivement tout pour qu'on soit dans une politique, dans une république exemplaire, sans forcément, je veux dire, faire des alliances avec le parti au pouvoir? Je pense que si vous posez cette question qui doit mener à un jugement à porter sur la classe politique, vous ne devez pas écarter de ce jugement, du champ de ce jugement, le parti au pouvoir. Et si la République n'est pas aujourd'hui exemplaire, c'est bien du fait du parti au pouvoir, qui entretient ce que j'appelle dans un essai que j'ai publié, qui n'est pas encore mis en vente ici, que j'ai appelé la maldémocratie. À travers tout ce que vous pouvez observer, vous avez à la fois la maldonne électorale, dans la maldonne électorale, vous avez des clauses du genre quand vous avez un bureau de vote, les résultats, lorsqu'ils sont communiqués à la Cour suprême, on ne prend en considération que le procès verbal qui est remis, qui est passé par la sous-préfecture et la préfecture. Et tout le monde sait, ce n'est un secret pour personne, qu'à plusieurs occasions, il y a des tripatouillages. Parce qu'une fois que le sous-préfet a refait le procès verbal en fonction des injonctions ou bien, on peut dire,
de ce qu'ils croient devoir faire pour se préserver, pour s'assurer une carrière au futur, vous ne pouvez pas opposer les procès-verbaux que vous avez ramenés, que vos gars ont ramenés, vos scrutateurs ont ramenés du terrain, parce qu'on va vous dire non, ne sont pris en compte que... Ça ne fait pas fort. Alors, aux États-Unis, vous contribuez à mettre en place une organisation de la diaspora, Kamdiak, qui également permet de temps en temps aux Camerounais de l'étranger, notamment des États-Unis, de porter leur voix. Avez-vous le sentiment que la diaspora se fait assez entendre dans le champ politique national? Est-ce que le cri que vous envoyez de l'extérieur a une répercussion ici-dedans? Je le pense sincèrement. La Kamdiak d'abord. Lorsque j'arrive aux États-Unis, je réalise quelque chose de dramatique, l'inexistence d'une organisation qui pourrait rassembler les Camerounais, d'une part, mais également l'absence des liens entre les Camerounais et la diaspora, les partis politiques qui étaient sur le terrain et la société civile. Et je prends donc cette initiative d'encourager la création de Cameroun Diaspora Conference. Et pour bien consacrer le but de la Kamdiak, nous convoquons à Washington, nous convoquons une réunion à laquelle ont pris part la plupart des leaders politiques, à l'exception, je crois, de John Frundi et de Jean-Jacques Kindi, mais tous les autres étaient là, Ndam Joya, Hameni Biele, Ben Mouna, Formounou, tout le monde s'est retrouvé là, mais également des représentations de la société civile à l'occasion. Pierre Njaoué est venu et Mbouamasok est venu. Et nous autres qui étions à l'extérieur, il y a des gens qui sont venus du Canada, il y en a même qui sont venus d'Europe, parce que j'avais conçu à l'époque l'idée qu'il fallait absolument que ce rapprochement entre Cameroun de l'intérieur et de l'extérieur et de la société civile puisse être un véritable levier pour le changement. Et la question de savoir est-ce qu'on se fait entendre, je pense que si. Pourquoi je le dis? Lorsqu'il y a eu ce soulèvement des jeunes en 2008 pour dénoncer l'intention du pouvoir de changer la Constitution et que la répression a été confiée au BIR, et à la sortie, on a eu à peu près 130 jeunes qui sont morts. La diaspora, c'est-à-dire nous-mêmes, nous avons mené une opération, nous avons pris une initiative, engagé une démarche auprès d'un certain nombre d'institutions pour demander qu'elle soit envoyée au Cameroun une commission d'enquête internationale. Je l'ai personnellement déposé au secrétariat général des Nations Unies à New York, et un de nos membres, de la Kamdiak, l'a déposé à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Cette procédure, ces deux procédures sur le même sujet restent pendantes, il faut le savoir, parce que... 8 ans plus tard. 8 ans plus tard. Pour une raison très simple, c'est que la matière ou le sujet qui portait cette démarche était un soupçon, ou tout au moins une apparence et peut-être une réalité des crimes contre l'humanité. Et toute démarche judiciaire engagée pour punir ceux-là qui commettent des crimes contre l'humanité, ces démarches-là ne sont pas prescriptibles. Une fois que l'acte est posé, on peut toujours... Donc vous gardez espoir. Absolument, absolument. Surtout, je veux qu'il soit compris par ceux-là qui étaient à la manœuvre à l'époque. Parce que vous vous souvenez, à l'époque, la manœuvre était assurée par le ministère de la Justice. Je me rappelle toujours de M. Amadou Ali, qui était ministre de la Justice, qui venait dire aux Camerounais que oui, mais on dit qu'il y a eu 100 morts. Non, mais il n'y a eu que 40 morts. Enfin, 40 morts, 40 jeunes Camerounais morts, ça semblait être quelque chose de... Alors, je dis, que ce soit à ce niveau, au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des forces de sécurité, il est bon qu'ils sachent ou qu'ils soient su que toute tentative de se livrer à nouveau à ce type d'opération macabre, n'est-ce pas, peut réveiller déjà les procédures qui existent, mais également donner une ouverture pour qu'on en introduise de nouvelles. Avez-vous ou du moins je veux dire que la dernière fois que vous avez eu des nouvelles de cette procédure-là, quelle
Qu'est-ce qu'il en ressortait? Oui, il en ressortait que il fallait compléter le dossier par des témoignages. Par des témoignages, parce que nous autres, nous avons exploité le rapport de la Ligue des droits de l'homme, la LDH, la Ligue camerounaise des droits de l'homme. Et nous avons également requis les services ou l'assistance d'un avocat international qui est assez bien introduit et familier de ces dossiers. Il nous était demandé de fournir quelques témoignages de personnes qui ont perdu, qui ont perdu les leurs, ainsi de suite. J'étais en contact à l'époque avec un homme politique de Douala et les démarches qui ont été engagées pour pouvoir amener ceux-là qui avaient perdu leurs enfants ont été étouffées dans l'œuf, parce que vous savez, nous vivons dans un pays où on a réussi à établir ce que j'appelle une espèce de peur. Hein. Répression politique, vous direz. Oui, de peur, qui fait que très souvent, il arrive que certains Camerounais baissent les mains quand il s'agit de défendre leurs droits, surtout lorsque cela a une connotation politique. Alors, pour bien finir avec votre question, la procédure, elle est pendante. Il faudra qu'un jour, si cela est nécessaire, qu'on puisse rassembler quelques témoignages, quelques éléments des victimes. Alors que reste-t-il de la Kamdiak aujourd'hui? La Kamdiak a connu un sort assez, je pourrais dire, regrettable. Parce que nous avons été très durement touchés lorsque, ayant invité Piunjawe, c'était pas un simple ami, c'était mon frère, vraiment mon petit frère. Malheureusement, nous nous sommes séparés ce jour-là. Moi, j'allais en Californie, lui, il allait en Virginie. En juillet 2010. En juillet 2010, rendre visite à sa fille et il est mort d'un accident de circulation. Cela a été un véritable traumatisme pour Kamdiak. Et je dois dire que après cela, l'organisation s'est presque mise en veilleuse. Parce que vous voyez, quand vous organisez une première manifestation comme celle-là, et qu'un drame d'une telle ampleur survient, les uns et les autres sont... Alors, de quoi principalement était due la forte émotion de la disparition de ce grand homme, ou alors des circonstances précises? Avez-vous du doute sur les circonstances? Parce qu'on en a fortement parlé ici au Cameroun. Hein. Non, vous savez. Vous savez, j'ai entendu des choses extraordinaires. J'ai entendu des gens dire que oui, que moi j'aurais même été complice dans l'assassinat de N'Djaoui. C'est des choses que j'ai lues sur Internet. Alors que s'il y avait eu quelqu'un qui avait vraiment pleuré, hein, parce que N'Djaoui, comme je vous le dis, c'était mon frère de sang, presque. Il n'y a pas de doute. C'était un simple accident de circulation. Pius avait emprunté, il avait été mis à sa disposition par sa famille, un véhicule, c'était une Lexus d'ailleurs, qui, de mon point de vue, n'était pas forcément en très bon état. Et les autoroutes américaines, c'est des choses meurtrières. C'est-à-dire, toutes les voitures sont lancées à 120, 130 km à l'heure et se suivent dans cet ordre-là. Quand vous êtes dans une voiture et que d'aventure, elle s'éteint brusquement, c'est très très dangereux parce que ceux qui vous suivent derrière, ils n'ont pas forcément le réflexe. Hein, et tel que l'accident m'a été décrit, il pourrait s'agir de ce type d'incident, c'est-à-dire la voiture dans laquelle Pius était, puisqu'il s'apprêtait déjà à sortir, étant sur l'autoroute, à sortir de l'autoroute, il y a eu une perte de régime et l'autre voiture qui venait derrière. Elle est rentrée dedans. Alors quand vous regardez l'héritage de Pius N'Djaoui aujourd'hui, que vous dites-vous? D'abord, je dois dire que je les encourage, parce que ce n'était pas évident de prendre la succession de Pius N'Djaoui. Ce n'était pas évident. Le messager, je ne dirais pas, on dirait que j'abuse. Nous avons assisté
nous l'avons assisté depuis les fonds baptismaux. Ensuite, l'amitié que nous avons eue avec Pius nous a permis vraiment de le soutenir pendant plus d'une vingtaine d'années. C'était une vision. C'était une vision. Et c'était également un pacte d'espoir. On disait que par là, on va pouvoir changer la mentalité. À travers la liberté d'expression. À travers la liberté d'expression. Et je dois vous dire que la bataille qui a été menée avant que ne soient adoptées les lois de 1991 sur la communication sociale, cette bataille a été essentiellement menée par Pius Njawé. Et le jour où ces lois ont été votées, nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes dit... Un pas en avant. Voilà, un pas en avant. Malheureusement, aujourd'hui, les acquis semblent être... certains veulent reprendre les acquis qui ont été obtenus à cette époque. Et quand vous me demandez donc qu'est-ce que je pense du messager, je vous ai dit, je les encourage. Et d'un autre côté, je pense que si le journal gardait sa mission première d'être un journal d'information et d'analyse, la mémoire de Pius sera respectée. Parce que la crainte que quelqu'un comme moi peut avoir serait que le journal cède à cette espèce de tentation pour devenir juste une espèce de relais, je ne pourrais pas dire des faits divers. Ils ne le font pas, mais je dis que c'est une tentation, ou bien des choses qui ont un côté spectaculaire, sans que cela ne donne lieu à une réelle analyse. Parlons donc de politique nationale. Nous sommes le 24 mars 2016. Le RDPC a 31 ans. Un message pour les militants du RDPC. Vous en aurez un? Un joyeux anniversaire, par exemple? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. C'est l'ambiance, hein. Les militants du RDPC en font. Lui également, sans forcément être un militant, associe sa voix à l'appel à la candidature. Vous en ferez un, vous? Je ne le ferai pas. Et pourquoi? Je ne le ferai pas parce que un appel à la candidature de M. Biya, sachant que son mandat est en cours, de mon point de vue, me semble être superfectatoire, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, et c'est ce qui est suspect, lorsque cet appel à candidature doit donner lieu à une modification de la Constitution pour permettre qu'il y ait une anticipation de l'élection, il me semble qu'on est là devant une réelle forfaiture politique. Et moi, j'appellerais même cela un coup d'État juridico-légal. La Constitution camerounaise
ne prévoit pas l'anticipation de l'élection. Et quand on veut anticiper une élection, on ne peut le faire en modifiant la Constitution. Parce que lorsque vous devez prendre une action, agir sur la Constitution, il ne faut pas que cela se fasse au bénéfice d'un individu. Parce que là, vous touchez au sacro-saint principe de l'intangibilité de la Constitution. Alors, pour me résumer, je ne vois pas pourquoi je ferai un appel à la candidature de M. Biya, puisqu'il a encore pour 2 ans et demi à courir sur son mandat actuel, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si ceux qui font cet appel à candidature de M. Biya ont derrière la tête ou comprennent qu'il faut pour cela que la Constitution soit modifiée, je dis que cela est un coup d'État juridique. Et ce que je peux dire aux Camerounais et leur demander, c'est que si cela se faisait, il faudrait qu'ils boycottent massivement une telle élection. Absolument. Parce que la Constitution du Cameroun ne peut pas devenir... j'ai parlé de ça, je crois, dans une tribune hier, elle ne peut pas devenir, je pourrais appeler une tunique d'infamie, qu'on va modifier chaque saison pour accommoder les désirs d'une personne, fût-elle président de la République. Alors, si cet appel à candidature veut ouvrir la porte à une modification de la Constitution, moi j'invite le peuple camerounais à manifester son mécontentement en boycottant une telle élection. Étant entendu d'ailleurs qu'une fois qu'une telle élection a été boycottée, il y aura un problème de légitimité qui se pose. Et en face d'un pouvoir légitime, le peuple aura tous ses droits d'engager d'avoir une attitude de désobéissance civile. Parce que lorsqu'un pouvoir n'est pas légitime, le peuple a le droit de ne pas s'y soumettre. Et je voudrais ici évoquer un aspect important. Allez-y. Vous savez, en 1992 a révélé quelque chose de très profond. Le parti au pouvoir, le candidat du parti au pouvoir, M. Biya, a été élu avec moins de 40% des voix. Ce qui veut dire que 2 Camerounais sur 3 avaient voté contre lui. Or, tel qu'il m'a été donné d'analyser le personnage, il est très sensible et aux aspects juridiques et aux aspects liés à la légitimité. Depuis cette époque, depuis 1992, le président Biya n'a de cesse que de vouloir réacquérir cette légitimité. Je trouve, de mon point de vue, que le moyen qu'il a utilisé n'est pas un manque d'élégance, parce que lorsque 2 Camerounais sur 3 votent contre lui, donc c'est le peuple qui vote contre lui, pour récupérer le peuple, qui jette-t-il sur le terrain? Les fonctionnaires. C'est ces fonctionnaires-là qui se déversent, qu'on appelle désormais des élites, chacun dans son village, en brigade des populations. Sous les couleurs du parti. Sous les couleurs du RDPC. Au point aujourd'hui, l'essentiel des cadres du RDPC est constitué par les fonctionnaires. Même si chacun se dit convaincu du message du RDPC. Hein. Oui, mais lorsque vous causez avec eux en privé, ils vous disent que vraiment cette histoire, on fait ça parce qu'il faut le faire. Et c'est tout à fait regrettable que de cette manière, l'État, dans ses structures et son élite, ait été dévoyé pour servir une cause politique comme celle que défend aujourd'hui le RDPC. Mais n'empêche que cette constitution, il y a quand même des points à revoir. Il y a des choses à redire. Mais des choses. Évidemment, il y a au niveau de la composition même, au niveau des organes de l'État, il faut s'assurer que certains organes valent la peine d'exister. Je ne sais pas si vous avez une idée de la raison d'exister du Conseil économique et social. On peut en citer d'autres. Premièrement. Deuxièmement, il faut que les présidents qui se succéderont à la tête du Cameroun mettent du prix à accéder au pouvoir en disposant d'une légitimité établie par un vote, comment on pourrait dire, un vote qui... Populaire? Un vote qui les y porte à la majorité absolue.
Parce que la dernière élection présidentielle qu'il y a eu dans ce pays, c'est en 1992. Tout ce qu'il y a eu après, on ne peut pas appeler ça des élections présidentielles. Pourquoi? Parce que, écoutez, nous tous on sait ce qui se passe. Moi, j'ai été candidat à certaines élections locales. J'ai été également à superviser les élections au niveau présidentiel dans tel ou tel parti. On sait bien que, à partir du moment où l'administration, la préfectorale notamment, considère qu'il y va de la survie de ces préposés, s'ils veulent, si le résultat, le résultat auquel on arrive n'est pas celui qui favorise le RDPC, à partir du moment où il y a ces arbitres-là qui jouent pour un seul camp, le jeu est tronqué. Alors, donc, il n'y a pas élection. Vous dites éventuellement que si le président de la République essaie de passer en force, notamment en changeant la Constitution pour, pourquoi pas, lever le verrou, bref, vous appellerez le peuple à manifester. Avez-vous le sentiment que la classe politique, notamment de l'opposition encore suffisamment crédible, peut encore se faire entendre par le peuple? Vous pensez que si vous descendez dans la rue là aujourd'hui, vous dites, disons stop à tout cela, les gens vous suivraient? Le jour des élections, chacun reste chez soi. Ok. C'est ça. C'est pour ça que le boycott est une arme, je pourrais dire, fatale et contre laquelle un régime comme le régime actuel ne peut rien. Elle peut toujours tabasser les gens quand vous sortez pour manifester, mais elle ne va pas obliger les gens à sortir de chez eux pour aller voter. Et si une telle élection surviendrait après que nous ayons donné un tel mot d'ordre, ce que nous analyserons et que nous présenterons à la face du monde, la communauté internationale, par exemple, c'est le taux de participation. Vous savez, en 1997, le président Frundi, le président Ndamjoya et moi-même avons signé une pétition demandant aux Camerounais de boycotter l'élection de 1997. Évidemment, le président Biya a été élu à 97% des voix, mais il savait lui-même que cette élection-là n'était pas valable. C'est pour ça qu'après, il a accepté un rapprochement avec d'autres partis politiques pour essayer de reconstituer une partie de la légitimité qu'il avait perdue. Et je dis, ça a été une occasion où nous avons réussi à obliger le régime à mettre pied à terre. Les villes mortes ont également été une autre occasion. Et maintenant, s'il faut qu'il y ait un troisième round où nous serons amenés à faire mettre au régime un pied à terre, nous le ferons. Et croyez-moi, M. Dipita... Par la voie du boycott. Oui, par la voie du boycott. Croyez-moi, M. Dipita, beaucoup de Camerounais suivraient ou suivront ce mode d'ordre-là. Alors vous, comment vous entrevoyez l'alternance ou alors la succession du président Biya? Pour vous, ce serait tel que la Constitution le dit? Vous pensez que cette Constitution garantit suffisamment que le président de la République peut aisément partir sans forcément que derrière, du moins, que tout se passe normalement? Il faut dire que le mécanisme qui a été mis en place, c'est-à-dire un président du Sénat qui assurerait l'intérim et qui aurait organisé une élection dans les 180 jours, laisse ouvert le champ et le jeu politique. Parce que on ne peut pas imaginer qu'est-ce qui se passera dans le RDPC. On ne peut pas imaginer qu'est-ce qui se passe, comment réagirait la classe gouvernante. Non, pas seulement la classe gouvernante, les forces armées camerounaises. On ne peut pas imaginer quelles seront les perceptions qui naîtront des uns et des autres. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, l'un des blocages de la scène politique de notre pays, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le prisme déformant du tribalisme. J'ai eu un ami, qui était mon proche, on s'est
plus si on l'est, qui m'a dit un jour, ah, Célestin, quand Biya partira, il faudra 500 ans pour qu'un Béti soit encore président de ce pays. Alors je l'ai regardé, je n'en revenais pas. Je lui ai dit, mais tiens, vous rêvez d'une épuration politique de certains. Monsieur Biya gouverne au Cameroun avec les Camerounais de toute origine. Et on peut même, je lui ai dit ce jour-là, je peux vous dire mieux, plus avec les Camerounais d'autres régions qu'avec les bêtises que tu évoques. Parce que je dis, moi je suis, comment on dit, tribal blind, c'est-à-dire la tribu, je ne sais pas ce que c'est. Je suis né à Yaoundé, j'ai épousé une femme bannique. Mais pas de barrière tribale. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Hein. Et je suis très souvent surpris quand je vois des approches comme celle-là. Malheureusement, après Biya, il pourrait y avoir une exacerbation de perception comme celle-là. Hein. C'est pour ça qu'on avait, à un moment donné, évoqué les propos tenus par un ponte du régime. Professeur Joseph Aura. Je ne sais pas, non. Pas si, non, il faut aller plus loin. À Wikileaks. À Wikileaks, où quelqu'un disait que non, si Biya n'est plus là, les personnes de telle origine ne peuvent plus. Non, Amadou Ali. Je ne sais pas, je ne cite pas de nom. Hein, vraiment. Alors, au cap de Wikileaks, à l'ambassade. Je ne sais pas, écoutez. Alors, ça c'était très, très, très surprenant. Parce que, qu'est-ce que nous devons juger? C'est la politique menée par le président Biya, associée à tous ses collaborateurs. Et ces collaborateurs, on voit bien qu'ils sont de toute origine. Vous disiez tout à l'heure, à l'instant. Pourquoi faut-il qu'on essaye de faire porter le bonnet d'âne aux bêtises? Je trouve que c'est injuste. C'est absolument injuste. À l'instant, vous semblez dire que l'armée et les élites du RDPC pourraient être des freins à cette alternance, vous pensez que ce seraient des résistances assez fortes qui pourraient empêcher que... Je pense qu'il faudrait regarder et analyser cet aspect-là, ces deux composantes. Les élites du RDPC, je ne les juge pas ad nominem. Okay. Non, je juge une certaine culture. Cette culture du parti au pouvoir aurait une certaine difficulté à accepter que des personnes ou d'autres partis politiques prennent accès au pouvoir. Parce qu'en vérité, ils auront été à bonne école. Hein, ils auront été à bonne école. Tout ce qui a été mis en place au cours des dernières années a visé à affaiblir ou à ne pas donner à d'autres colorations politiques le moins d'espace politique ou bien un accès aux ressources. Vous avez vu la multiplication des délégués du gouvernement à travers le pays. Cela a été justifié surtout par le fait que quand on entre dans le multipartisme, il apparaît que certains partis d'opposition peuvent prendre le contrôle des villes, des mairies importantes. Alors, il fallait absolument mettre un verrou à cela. Alors, on crée dans toutes ces mairies où les budgets atteignent le milliard de francs, on crée les délégués du gouvernement qui n'ont aucune base légale. Parce que la Constitution, je ne me souviens pas de l'article, prescrit que les collectivités locales décentralisées sont gérées par des maires élus. C'est-à-dire les exécutifs communaux doivent être élus. On a ce principe qui est posé par la Constitution, mais à côté, on crée des délégués du gouvernement à qui on donne tous les pouvoirs. C'est eux qui tiennent les cordons de la bourse. Mais dans cette ambiance, le professeur Joseph Aura, constitutionnaliste, propose qu'il y ait une forme de rotation du pouvoir par tribu, par région. Je pense qu'il est intéressant d'analyser la manière dont les choses se passent au Nigeria. Parce qu'au Nigeria, en effet, parce que au Nigeria, le clivage est nord-sud. Alors souvent, lorsque le candidat à la présidence est du sud, comme l'était Obasanjo, il va prendre un vice-président qui est du nord, étant entendu que lorsqu'il épuisera son mandat, c'est la personne qui était son vice qui prend la place. Alors ça, c'est un mécanisme que j'ai trouvé très Est-ce qu'on est systématiquement obligé de passer par ces calculs? Est-ce qu'on ne peut pas laisser le libre jeu à la démocratie pour désigner le candidat si vous voulez qui le mériterait? Si vous voulez mon sentiment, je pense que c'est ce qui devrait se faire.
Malheureusement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a comme une espèce de chape de plomb dans laquelle l'esprit, le cerveau des Camerounais est enfermé et qui fait que la perception de la tribu, des personnes qui sont appelées ou qui aspirent à certaines positions est prééminente. Ça, je peux vous le dire, pour le vivre, moi, depuis 25 ans. Et comme je vous le disais, je ne pense pas. Quand je revisite toute ma production éditoriale, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit aussi durement que moi. Un jour, je rencontre René Ouna. Je vous en prie, c'est juste... regretter mémoire. De regretter mémoire. Je rencontre chez le premier conseiller de l'ambassade de France. Il me dit, oh, Célestin, vraiment, tu es quand même très dur envers le grand frère. Hein. Ton grand frère, hein, quand même, René. Ah, je lui dis, ah, tu sais, les autres ne pensent pas ça. Hein. On pense que tout ce que je fais là, c'est parce que je joue, alors que c'est absolument faux. Et s'il y a une personne qui sait que c'est faux, c'est le président Biya lui-même. La preuve, c'est que malgré un profil comme celui que j'ai, et malgré, je pourrais dire également, l'expression d'une certaine vision et des convictions politiques. Vous voulez dire qu'il vous a oublié, malgré tout cela, non, il vous a oublié? C'est pas qu'il ne peut pas oublier, non. Non, il sait bien, et je le comprends, il sait bien que il est difficile que je sois associé à son gouvernement, parce que alors, tout à l'heure, vous preniez l'exemple du Nigeria avec cette alternance nord-sud. Vous ne semblez pas, du moins c'est à mon entendement, vous ne semblez pas trop vous éloigner de la proposition du professeur Ronan. C'est peut-être décalé sur un autre aspect, mais c'est quand même une alternance sous une vision assez restrictive. Je crois que, vous savez, en politique, il faut toujours tenir compte des réalités. Il faut tenir compte des réalités. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'évoquais cette influence qu'a la perception tribale des hommes publics dans notre pays. Et je dis, il est difficile qu'on en échappe aussi facilement. Et l'exemple nigérian pouvant être analysé, on peut se dire, est-ce que ça ne peut pas être une solution intermédiaire? Parce que vous voyez, c'est quand même un pays qui, à un moment donné, a connu des moments d'antagonisme très puissants hein, entre les Ibo, les nordistes, les Hausa et autres, et les Yoruba d'un côté. Et maintenant, ce qu'ils ont mis en place comme mécanisme permet que chacun, à son rôle, retrouve à certaines positions des personnes de son origine. Ce son de cloche dissonant qu'on a pu percevoir après la production du professeur Ouna. D'abord, j'étais surpris parce que, comme Camerounais, le professeur Ouna a le droit de mettre une opinion. Et l'une des questions qui taraude l'esprit des Camerounais aujourd'hui, c'est de savoir comment, par qui sera géré le pays, ou tout au moins, quels sont les mécanismes de dévolution du pouvoir au Cameroun lorsque M. Biya ne sera plus là. C'est une réflexion comme une autre. Il l'a menée. Et j'étais très surpris du fait que les gens se soient élevés contre cela. Moi, je peux retenir que vous partagez cette façon de voir. Non. Mais je me dis... Vous comprenez la démarche? Non, oui, je dis que ça peut être une étape intermédiaire. Parce qu'en vérité, il faut qu'on en arrive au stade où la présidence de la République étant... La fonction du président de la République étant une relation entre un individu et le peuple, je pense que dans les années qui viennent, il serait beaucoup plus indiqué que le choix du peuple se fasse en fonction du programme ou bien de la réflexion ou de la vision politique qu'a un homme politique et non que ça se fasse en fonction de telle ou telle origine. Alors encore deux ou trois questions avant qu'on aborde les sujets économiques.
Le code électoral, aujourd'hui, comment vous l'appréciez? Lequel? Parce qu'il y en a deux. Alors, Il y a le code des élections mineures, disons législatives et parlons du code électoral présidentiel. présidentielles. Pour la présidentielle. Parce que le MRC, par exemple, en appel à un changement de code électoral avec bien sûr, entre autres, le verrou de la limitation et des mandats. Oui, et cela se doit. Cela doit se faire. En ce qui concerne justement le code électoral présidentiel, il est important que les mécanismes mis en place permettent la manifestation d'une légitimité incontestable, à savoir que le président de la République soit élu à la majorité absolue. Or, pour y arriver, généralement, notamment dans un pays où la scène politique est aussi éclatée, il faut une élection à deux tours. Lorsque le président Biya a tout fait pour s'être accroché à l'idée de l'élection à un tour, c'est bien parce qu'il savait et qu'il sentait qu'il lui était impossible d'avoir la majorité absolue à un tour, en 1992. C'est pour ça qu'ils sont accrochés, à 96 notamment. Mais maintenant, pour l'avenir, je crois que cette clause doit absolument il faut qu'elle soit modifiée. Ceci étant, vous savez, la majorité absolue, c'est un principe qui a été adopté pendant la Révolution française. C'est un de ces hommes politiques français à la Convention qui a fait cette suggestion pour dire que pour que le pouvoir revienne à quelqu'un, il faut qu'il soit choisi par une majorité avérée. Autrement, dans le système anglo-saxon, eux, ils ont retenu le modèle des courses. Suffrage relatif. Non, oui, des courses. Pour eux, les gens sont au starting block et celui qui a plus un. Celui qui a plus une seconde, voilà, il remporte la médaille. Alors, c'est une question d'approche parce que il n'est pas sûr que parce que quelqu'un est élu à 50% plus une voix, qu'il est forcément, il est porteur de vérité. Lorsque je regarde autour de nous, de notre pays, et on entend les scores faits par certains chefs d'État, nous n'avons pas à juger les dirigeants étrangers. Bon, il n'est pas tout à fait évident que cela cela est fait dans l'intérêt des populations. Donc, il y a là les deux problèmes, les deux aspects, ou tout au moins les deux variantes sur lesquelles une réflexion doit être menée. Ceci étant dit, il faut tenir compte dans l'analyse des handicaps ou bien des caractéristiques sociaux, psychologiques des Camerounais. Parce que quand le professeur Ouna proposait cela, c'est certainement parce qu'il y a certaines composantes de notre population, je le comprends, qui estiment qu'il y a un jeu qui les écarte systématiquement des positions comme la présidence de la République et qu'il faut mettre en place ces mécanismes qui puissent faire qu'il y ait une correction à ces niveaux-là. C'est certainement cette idée-là qui a animé le professeur Ouna. Et je dis, c'est une idée qui doit être, qui doit être approfondie. Alors, pour finir avec les questions purement politiques, comment vous vous entrevoyez l'après Paul Biya? Ben, le Cameroun va continuer. Bien sûr. Et je pense qu'il se portera mieux. Parce que... Du bout de doigt? Non. Pour une raison très simple. Aujourd'hui, beaucoup de potentialités du Cameroun sont bridées du fait des insuffisances de la gouvernance du pays. Il faut le dire. Et je dois d'ailleurs dire, si la formule, il faut le dire, au Cameroun, la mauvaise gouvernance tue. Pourquoi je le dis? Lorsque on est dans un pays où, entre deux modes de leadership, on choisit celui de la facilité, le pays ne peut
que bien se porter s'il y a un changement de leadership. Pourquoi je le dis? Vous savez, et vous le savez certainement mieux que moi, il y a deux types de leadership. Il y a le leadership transformationnel, où le leader, il présente au peuple une vision, une stratégie pour matérialiser cette vision. Et les gens partagent son rêve et ils transforment ensemble la société. Je pense que lorsque M. Biya était arrivé au pouvoir, il s'y est essayé. Et il y a eu un virage dont peut-être on ne perçoit pas encore toutes les conséquences en 1984. Les troubles qu'il y a eu. Un coup d'État manqué. Voilà. Et à partir de là, il semble avoir pris le parti d'essayer d'élargir le cercle de ses alliés. Et il est parti donc d'un leadership transformationnel à un leadership transactionnel. Le leadership transactionnel se caractérise par quoi? Par le fait qu'on fait des petits cadeaux par-ci, par-là, pour s'acheter les soutiens. Rester stable. Rester stable, pour que vraiment rien ne bouge. Qu'on ait la paix des cimetières et tout. Donc chacun a son petit cadeau là, son petit paquet, et ainsi de suite. Mais malheureusement, cela entraîne des dérives très graves. Alors, on a une assemblée, c'est un exemple que je vous donne. L'assemblée est réputée être le lieu où sont représentées les différentes couches de la population. Mais on arrive aujourd'hui à une situation où, au lieu que tous les composants de la population, par rapport à leur région, soient représentés seulement à l'Assemblée, on veut également que ce soit la même chose au gouvernement. Résultat des courses, comme il faut absolument un ministre dans chaque département et même parfois dans chaque commune, on se retrouve. Non, mieux, non, pire, non, on se retrouve avec des gouvernements de 60 personnes, ou tout au moins des personnes avec le titre de ministre, le rang de ministre. Pourquoi on le fait? Tout simplement parce qu'il faut que chaque région, ou chaque département, ou chaque commune, qu'il ait son petit cadeau. Et son petit cadeau, c'est quoi? C'est un poste ministériel, c'est un poste de secrétaire d'État avec rang de ceci, c'est un poste ici avec rang de... Vous voyez un peu. C'est pour ça que je pense, et si vous permettez, on en aura fini, et je pense que si M. Biya n'est plus aujourd'hui au pouvoir, et que celui qui le remplace se réapproprie les mécanismes du leadership transformationnel, le Cameroun irait beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et ça, c'est un des aspects sur lesquels il me semble que les Camerounais doivent ausculter tous ceux qui veulent ou qui espèrent ou qui rêvent d'être président de ces pays. Alors, parlons des sujets économiques. Hein. S'il vous plaît. Vous croyez en l'émergence en 2035? Non. Non. Pour raison très simple. Et ce n'est même pas une seule raison, pour deux raisons. La première raison est que le gouvernement même ne comprend pas ce que c'est que l'émergence et ses requirements. Non, et il y a le document de stratégie pour la croissance et l'emploi mais justement... Vous n'allez pas dire que le gouvernement n'y croit pas ou alors ne sait pas de quoi il parle? Non. Ils ont sorti toute une politique économique. Non. Alors, cette politique économique, justement, elle a été conçue pour que le pays reste sur un modèle économique qui n'a rien à voir avec l'émergence. Parce que le DSE a été d'abord élaboré avant que ne soit lancé le mot émergence sur le marché politique. C'était le modèle économique qui est élaboré ou qui ressort du DSE nous enferme toujours dans l'ancien modèle qui était celui du pays local. Le modèle économique qui a prévalu au Cameroun pendant toutes ces années est le modèle d'import-substitution. On produit localement ce qu'on ne veut plus importer. C'est l'import-substitution. Et on est plutôt orienté vers le marché domestique. Or, que requiert l'émergence? Qu'est-ce que cela veut dire, devenir un pays émergent? Ça veut dire devenir un pays qui se signale sur le marché international par ses produits. Et quels produits? Par des produits manufacturés. Les produits manufacturés, pas les matières premières comme le cacao, comme le café ou comme le pétrole. Non, par une industrialisation orientée vers la satisfaction des besoins globaux et internationaux. À ce niveau-là,
la priorité de l'action du gouvernement devrait être de développer la branche ou le secteur de la manufacture. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas. Lorsque vous regardez les comptes nationaux aujourd'hui, vous vous rendez compte que la contribution des industries ou de la manufacture au PIB, elle est très faible. Et surtout, lorsque je dis que le gouvernement ne comprend pas ce que c'est que l'émergence, c'est qu'il est incapable même de dire aux Camerounais quels sont les objectifs poursuivis par l'émergence. Les objectifs qui sont poursuivis par l'émergence doivent satisfaire ou résoudre deux problèmes. Le premier problème, c'est l'emploi. C'est pour ça que la manufacture est le procédé est le plus approprié parce qu'elle est à forte intensité de main-d'œuvre. Et le deuxième point, c'est le relèvement du niveau de vie des Camerounais par un revenu plus important. Alors, lorsque vous dompez, vous renforcez votre capacité manufacturière, vous absorbez plus de main-d'œuvre et votre marché ne se limite plus au marché domestique, mais au marché global. Ce qui veut dire que vous arrivez à ramasser, à tirer l'argent du monde entier pour qu'il soit distribué dans votre territoire. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le plus important, le plus grave étant qu'on essaie de faire croire aux Camerounais que telle petite action qui peut contribuer à résoudre un problème ponctuel, c'est-à-dire c'est le satellite qui mène le pays à l'émergence parce qu'il y a la mise à l'eau de l'homme panga, d'une partie de l'homme panga. Alors c'est l'émergence. Donc pour vous, vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas à tous ces projets structurants qu'on a lancés, entre barrages. En fait, il y a des projets quand même qui visent à redonner au Cameroun la capacité notamment de production d'énergie suffisante, effectivement, pour lancer ces industries. Du moins, c'est ce qui est dit. Bon, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Mais nous pensons que les efforts qui sont faits aujourd'hui, d'abord, ils sont tardifs, mais ensuite, ils ne sont pas à bonne hauteur. Aujourd'hui, savez-vous, nous produisons à peu près 1200 MW d'électricité. Mais nous consommons à peu près 1000 MW. Or, avec un taux d'électrification qui n'a jamais décollé de 40%, 42% des ménages seulement ont l'électricité. S'il fallait aujourd'hui d'abord qu'il n'y ait plus de ménages qui ont l'électricité et que les industries qui s'installent dans le pays aient suffisamment d'énergie, il nous faut 3000 MW d'électricité offerts sur le marché national. Or, tout ce qui est fait maintenant comme projet... Ils ne vont pas atteindre cette capacité-là. Non, pas d'ici. Je ne sais même pas si ça se fera dans un environnement, dans un horizon que vous et moi nous verrons. Alors, et pourquoi d'ailleurs on a pris un tel retard? C'est justement parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un problème de mauvaise gouvernance qui elle-même, la mauvaise gouvernance qui est adossée sur un manque de vision prospective. Alors il y a cet aspect. Il y a le deuxième aspect, et qui est encore beaucoup plus important, c'est le mauvais casting dans le choix de ceux à qui sont confiées les entités qui doivent développer l'économie de ces pays, ou alors la mauvaise utilisation de certaines de ces entités. Regardez quelque chose d'absolument scandaleux. Nous avons à Douala une bourse de valeurs. Depuis, je crois, 15 ans qu'elle existe, 15 ans à peu près, mais il n'y a que 3 entreprises à la côte. C'est absolument scandaleux. Mais c'est absolument scandaleux. Alors que la bourse est une plateforme par laquelle on peut attirer de l'argent, mais nous, on en a une ici, on ne sait pas à quoi elle sert. Donc, cet exemple, c'est pour démontrer, par exemple, que la bourse, elle est purement politique. Oui, bon, que les outils ne sont pas activés. Okay. Prenez également le cas de la SNI. À quoi sert la SNI aujourd'hui? Alors, à côté, on allait créer une API, l'Agence de promotion des investissements. On se demande, entre les deux, qui fait quoi? Mais c'est absolument... C'est scandaleux. Alors, vous voyez, il y a donc d'un côté une absence de vision, mais d'un autre côté, une très mauvaise gestion ou mise à valeur des outils qui sont disponibles. Alors, quand on parle d'émergence en 2035, je ne la vois pas du tout venir. D'autant plus que, si vous permettez que je le dise, hein, je ne le dis pas comme une boutade, 2035, c'est à long terme. Et c'est l'économiste anglais Keynes qui avait dit, à long terme, nous serons tous morts. Nous autres, nous avons travaillé sur un plan où nous pensons pouvoir mener le Cameroun à l'émergence en 10 ans. En disant que notre objectif,
et de ramener le taux de chômage qui est à l'heure actuelle de l'ordre de 40%, le ramener en 10 ans à peu près 10%, avec création d'à peu près 5 millions d'emplois en 10 ans. Dans un deuxième temps. 5 millions d'emplois en 10 ans. C'est quoi le mécanisme? Absolument, absolument. Quel est le mécanisme? Le mécanisme est simple. Tout ceci se détermine à partir de l'augmentation du taux d'investissement. Aujourd'hui au Cameroun, nous avons un taux d'investissement qui est de l'ordre de 18%. Pour qu'on soit à même de pouvoir équilibrer, et donc stabiliser le chômage, c'est-à-dire que l'activité économique génère des emplois tels que le taux de chômage ne augmente pas, il faut qu'on soit à peu près à 25% du PIB. Mais pour arriver à absorber le chômage, pour atteindre le niveau que nous avons évoqué, c'est-à-dire 10%, il faut arriver à un taux d'investissement de 35%. Or, vous savez, en économie, lorsqu'une économie est comme l'économie camerounaise a longtemps été, c'est-à-dire elle est refermée sur elle-même, généralement, on dit que l'épargne est égale à l'investissement. Or, aujourd'hui au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'au supplément de l'épargne qui peut venir, au supplément de l'investissement qui peut être procuré par l'épargne locale, qui est déjà vraiment assez faible, soit rajouté un investissement direct étranger. Nous avons, sur les 10 ans, nous sortons avec un besoin total d'à peu près 69 000 milliards de francs d'investissement. Donc, à peu près. Ce n'est pas la réponse qui est en train d'être apportée. Le chef de l'État, par exemple, a annoncé à l'occasion du 11 février un plan jeune de 102 milliards environ, si ma référence, si mes souvenirs me le rapportent encore. Il y a également tous ces accords de partenariat. D'ailleurs, tout récemment, c'était le président italien. On a tous ces accords avec la France. Bref, les investisseurs semblent arriver au Cameroun, peut-être apporter également leur part. Est-ce que ce n'est pas la réponse à ce que vous êtes en train de dire là? Non, pour une raison très simple. La plupart de ces accords que vous évoquez impliquent plutôt des entreprises publiques. La plupart des entreprises sont des entreprises dans le secteur public. Ce dont on a besoin, et ce qu'il faut pour faire décoller une économie camerounaise, c'est une plus forte implication du secteur privé avec un fort apport en capitaux, des capitaux privés. Et pour que ces capitaux privés arrivent, il faut qu'il y ait un très net assainissement de ce qu'on peut appeler le climat d'affaires au Cameroun. Toute chose à laquelle le gouvernement ne semble pas du tout avoir les outils ou l'expertise pour y arriver. Alors je vous disais, avec 69 000 milliards de francs en 10 ans, nous avons, dans notre modèle, nous prévoyons que le tiers de ces investissements doit être procuré, doit être d'origine domestique. Et puis les 2 tiers doivent être d'origine étrangère. Bon, vous me laissez une petite minute. Allez-y. Vous savez, la richesse, c'est créée par ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La démarche qui doit être celle d'un gouvernant ou des gouvernants est d'essayer d'identifier les niches de valeur ajoutée, c'est-à-dire là où se crée la richesse, et regarder ce que le pays a comme avantage comparatif et essayer sur ces niches de valeur ajoutée essayer d'attirer les investisseurs sur ces niches de valeur ajoutée. Étant entendu que ces niches de valeur ajoutée, quand elles sont exploitées, elles ne sont pas destinées à satisfaire le marché domestique, mais plutôt elles sont destinées à satisfaire le marché international, le marché global. C'est des mécanismes dont on doit voir la transcription dans le budget de l'État. On ne le voit pas. C'est des mécanismes qui nécessitent qu'il y ait une réelle réflexion à la fois économique et de développement industriel. On ne l'a pas. Et nous disons que le volet des infrastructures comme les routes, comme l'énergie, comme les voies ferrées, sont certes importants. Ils sont même vraiment, on pourrait dire que c'est l'épine dorsale. Mais à côté de ça, il faut avoir une réelle politique industrielle qui mette l'accent sur le développement manufacturier. D'autant plus qu'au Cameroun, nous avons, sur le plan démographique, nous sommes bénis. Aujourd'hui, nous devons pouvoir tirer profit de ce qu'on appelle le dividende
démographique parce qu'on a une population jeune très abondante et, s'il vous plaît, bien formée. Mais alors, est-ce que la proposition faite ou alors les politiques mises en place tout récemment, plan triennal, plan d'urgence, ne sont pas faits pour attraper tout ce que vous considérez là comme étant les dérives économiques? Mais justement pas. Lorsque vous regardez le plan triennal d'urgence, on parle d'accélération de la croissance. Et elle va arriver par quoi? Parce qu'on aura construit 100 logements dans tous les chefs-lieux de province. En fait, on se rend compte que dans ce plan d'urgence, c'est plutôt une occasion qui a été donnée à certaines personnes d'obtenir que des partenaires viennent faire leur petit jeu au Cameroun. Je ne veux pas approfondir pour dire comme c'est ce qui se cache derrière ce genre de choses. C'est-à-dire le plan d'urgence tel qu'il a été annoncé, c'est vraiment une réelle imposture. Ça ne peut absolument rien apporter au Cameroun, surtout en termes de taux de croissance. Surtout en tenant compte de ce qu'il faut aujourd'hui au Cameroun, c'est un taux de croissance à 2 chiffres. Il faut qu'on y arrive. Et pour y arriver, il y a des secteurs sur lesquels les avantages comparatifs que le Cameroun a permettent que nous attirions massivement des investisseurs étrangers ici. Quand je prends par exemple, je prends ce petit exemple, le textile. L'industrie textile camerounaise est morte. À un moment donné, elle a connu ses heures de gloire. Aujourd'hui, elle est morte. Pourtant, depuis l'indépendance, nous avons ces collèges d'enseignement technique qui ont formé toutes ces filles qui savent que toutes ces couturières. Mais vous imaginez, on a la possibilité, on a là une main-d'œuvre qualifiée qui peut faire que le Cameroun soit l'un des principaux lieux de confection, sinon le principal lieu de confection pour les marchés extérieurs qui soient établis en Afrique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vous voyez ces femmes qui se débrouillent à ouvrir des petits ateliers où elles espèrent vendre en une semaine peut-être un cabas ou peut-être 2, ainsi de suite. Alors, c'est des niches comme celle-là qu'il faut absolument exploiter. C'est cette analyse qu'il faut faire, c'est-à-dire l'identification des niches de valeur ajoutée et puis l'analyse des potentialités qu'a le Cameroun en termes d'avantages comparatifs et puis des politiques bien ciblées pour attirer les investisseurs camerounais ici justement pour qu'ils tirent avantage et de ces niches et de ces avantages comparatifs, ce que ce gouvernement ne fait pas. Encore 2 sujets donc avant qu'on mette un terme à l'émission parce qu'on en est presque à la fin. Vous avez suivi ce qu'on a récemment qualifié de l'affaire Komateke ou affaire l'hôpital Lakintini. Qu'est-ce que vous en retenez? J'ai trouvé que c'était absolument l'attitude du gouvernement, malheureusement, n'a pas été à la hauteur de la peine des Camerounais. Parce que c'était normal que les Camerounais soient choqués. Nous avons perdu 3 Camerounais, là, aux yeux de tout le monde, dans des conditions déplorables. Mais ce que l'on a observé, c'est beaucoup plus des attitudes de défense que des attitudes, pourrait dire, proactives. J'ai par exemple été étonné qu'en dehors du gouverneur, on n'ait pas vu sur le terrain, ne serait-ce que pour venir calmer les populations et éventuellement réconforter la famille, on n'ait pas vu les responsables gouvernementaux de ce secteur-là. Et d'une manière générale, il y a une véritable interrogation qu'il faut se poser, c'est celui du courage physique qu'ont nos gouvernants. Lorsque les États-Unis étaient en guerre, en Afghanistan ou en Irak, on a vu à plusieurs reprises les présidents américains s'y rendre. Mais moi, je vois, on a ce qui se passe au Grand Nord depuis quelque temps. Je n'ai pas entendu que le chef des armées est allé, même s'il ne faut rester qu'à l'aéroport de Maroua, est allé conforter nos troupes. Et comme c'est des méthodes, des postures qui se contaminent, on a vu la même chose avec l'affaire Koupate, qui est tout à fait déplorable. Parce que il y a mauvaise foi. Il y a 4 niveaux de responsabilité que suscite cette affaire. Il y a le niveau de la responsabilité morale. C'est le président de la République qui est garant de la paix de l'esprit des Camerounais. Il y a la responsabilité politique qui incombe au ministre. C'est lui qui a la charge de ce département ministériel. La santé publique. Oui. Il y a la responsabilité pénale. C'est les infirmiers et autres
qui devait assurer la prise en charge des malades. Et puis, il y a la responsabilité civile, qui est le dédommagement qui peut être servi à la famille. Alors, si on veut, parce que ces différents tableaux de responsabilité doivent être visités, et si on est vraiment de bonne foi, eh bien, qu'on mette en place, on nomme 1, 2 personnes, 3 personnes, dont on connaît le caractère indépendant, pour qu'elles mènent une enquête et que des responsabilités soient dégagées. Mais on ne peut pas dire que, oui, le ministre de la Santé, qui est déjà parti parmi les personnes qui doivent être auditionnées dans une telle démarche, qu'on dise que oui, le ministre de la Santé est en train de mener une enquête. Ça ne me semble pas être suffisant par rapport à l'indignation des Camerounais. Vous irez jusqu'à demander la démission du ministre de la Santé publique dans cette affaire-là? Je sais que dans des pays qui sont démocratiques, un incident ou un fait d'une telle gravité ne peut ne pas se traduire par des décisions prises parfois par le ministre lui-même pour dire non, vraiment cette affaire se passe dans mon département ministériel, c'est trop, je préfère rendre mon tablier. C'est ce qui caractérise les vraies démocraties. Qu'au Cameroun, que la chose ne puisse pas être évoquée, montre bien, est une preuve supplémentaire que nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans un système où les gens ont des postes, ils croient avoir, par rapport à ces postes, ils veulent jouir de tous les avantages par ces postes, par les postes qu'ils ont, mais en face, les contreparties qui y sont attachées, ne serait-ce qu'en termes de accountability, c'est-à-dire la capacité de se dire que je suis responsable de ça, on ne voit rien. Et ça, c'est tout à fait dommage. Et c'est d'autant plus dommage que ça part du haut jusqu'au bas de l'échelle. Et c'est le temps. Alors, sortons par le sport. Hein. Cameroun sera hôte de la Coupe d'Afrique des Nations des dames féminines en novembre prochain, en principe. Alors, vous croyez que le Cameroun sera à la hauteur de l'organisation de cette manifestation sportive-là? Je pense surtout à la Guinée équatoriale quand vous me posez cette question. Parce que nous avons vu ce pays être sollicité par la CAF à quelques mois, nous organiser une Coupe d'Afrique sans le moins de couac. Alors qu'au Cameroun, l'aménagement de 2 stades donne lieu à des scènes absolument... On se demande qu'est-ce que c'est. Et à partir de ces manifestations, beaucoup plus théâtrales que stratégiquement efficaces, j'ai quelques inquiétudes. D'ailleurs, comme les gens parlent beaucoup, j'ai entendu dire que la CAF commencerait à consulter à gauche, à droite, les pays voisins pour savoir si vous n'êtes pas confiant en la capacité du Cameroun d'organiser cette manifestation en novembre prochain? Novembre prochain, je veux bien. Comme tout Camerounais, je souhaite que nous puissions le faire, parce qu'il y va quand même de l'honneur de notre pays. Je ne peux pas souhaiter que nous ne le fassions pas. J'exprime tout de même des inquiétudes de notre capacité à pouvoir le faire selon les normes de l'art. Mais, et je le dis haut et fort, je souhaite que nous puissions organiser cette manifestation parce que c'est à l'honneur du Cameroun. Célestin Bedzigui, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, madame, monsieur, on met donc un terme, hein, parce que l'heure nous l'indique. À cet entretien, on a été avec Célestin Bedzigui, homme politique camerounais qui vit aux États-Unis, spécialisé également dans les questions économiques. Nous espérons que vous en avez appris. Jeudi prochain, nous serons bien sûr en face de notre invité. Bonsoir et à jeudi.